Oran France est heureux de vous présenter Continuum. Bienvenue dans Continuum, la nouvelle émission d'Anews Sécurité, où j'ai le plaisir de recevoir Richard Lizuret. Bonjour. Bonjour. Ancien directeur général de la Gendarmerie nationale et aujourd'hui adjoint au maire et vice-président de la communauté d'agglomération de Chartres, en charge des questions de sécurité. Donc à ce double titre, je suis très heureux de vous recevoir cet après-midi. Alors, on va revenir un petit peu sur votre parcours. Vous avez, à la sortie de Saint-Cyr, vous avez directement choisi l'engagement au sein de la gendarmerie. Alors, vous avez été amené à voyager et prendre des responsabilités d'abord à l'escadron de sécurité à Berlin, ensuite dans la gendarmerie mobile à Troyes. Vous êtes devenu cadre professeur à l'école des officiers. Vous avez commandé la compagnie départementale d'Aubagne. Vous êtes allé au Cambodge, au Kosovo. Vous êtes intervenu aussi en Haute-Garonne sur le site d'AZF au moment de l'incident, en Corse. Bref, vous avez eu un parcours extrêmement important au sein de la gendarmerie jusqu'à devenir directeur général en 2016 et jusqu'en 2019. Et vous avez eu beaucoup modernisé la gendarmerie ces dernières années. Quand vous êtes sorti de Saint-Cyr, c'était forcément la gendarmerie ? Oui, c'était forcément la gendarmerie parce que c'est une maison, puisque c'est une maison, voire une famille, qui a tellement de facettes qu'on peut tout y trouver en fait. Chacun peut trouver son bonheur, il y a presque une centaine de métiers, il y a surtout un rôle opérationnel au contact et au service du citoyen. Et c'est ça vraiment qui est pour moi important, c'est d'être au service du citoyen dans le cadre de sa sécurité quotidienne. Alors c'est vrai en métropole, c'est vrai outre-mer, c'est vrai aussi à l'étranger. Et l'avantage de la gendarmerie nationale, c'est que justement, elle offre cette capacité de proximité qui est aussi dans mon ADN et en tout cas dans mes convictions. Non pas que les armées ne soient pas au contact, elles sont évidemment dans un rôle différent. Je considère, moi, que la gendarmerie nationale, à l'instar de ce que fait la police, encore une fois, dans sa zone de compétence, elle est là pour servir la sécurité de l'ensemble des concitoyens. Et servir au plus proche, justement, c'est-à-dire dans la proximité. C'est ce qui a guidé ma carrière. Et c'est vrai que j'ai connu des événements dramatiques. L'explosion de l'AZF a été un moment extrêmement dramatique à Toulouse. J'ai été en Nouvelle-Calédonie au moment des événements d'OVA aussi. Donc c'était aussi un moment un peu compliqué. Mais tout au long de ma carrière, je ne me suis pas ennuyé une seconde. Et donc, quand je regarde en arrière, je n'ai certainement pas tout fait bien. Mais en tout cas, ce que j'ai fait, je l'ai fait avec passion, avec conviction et toujours au service des autres. Est-ce que vous rêviez... Quand vous sortez de Saint-Cyr, vous pensiez un jour devenir directeur général de cette belle maison, comme vous dites ? Non, jamais. Jamais, d'autant que lorsque je suis rentré en gendarmerie, le directeur général était un civil. Donc le militaire, lui, il n'avait pas vocation à commander la gendarmerie. Donc c'était assez récent, en fait, qu'il y ait un gendarme à la tête de la gendarmerie. Et non, quand on rentre dans la carrière, on vient pour le terrain, pour l'opérationnel. En plus, à l'époque, j'étais à l'escadron de sécurité de Berlin, j'ai croisé Rudolf Hess à la brigade Spandau. J'étais en liaison avec l'Union soviétique, avec les Russes. Enfin voilà, il y avait des actions quotidiennes qui m'éloignaient beaucoup de la partie direction générale, qu'on voyait un peu de loin. Mais c'est normal, aujourd'hui aussi, ceux qui sont sur le terrain voient le niveau central un peu éthéré, en disant qu'ils ne comprennent rien là-haut. Alors que globalement, le niveau central, lui, cherche quand même à aider le terrain en tout temps. Et il faut créer des liens entre les deux. Et c'est ce que je me suis appliqué à faire tout au long, avec l'ensemble de mes collaborateurs, parce que j'ai dit, en fait, quand on commande une maison, on est au service de la maison. On ne la commande pas, en fait. On est au service de ceux qui en font partie. Aujourd'hui, en l'ancien DGGN que vous êtes, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un qui commence sa carrière dans la gendarmerie ? D'abord, c'est un bon choix, un excellent choix. Et surtout, ne pas se limiter, en fait, ou de s'auto-limiter. On est au service du citoyen, il faut aller au fond, au bout des choses. Alors, malheureusement, et je pense à l'ensemble des camarades de la police et de la gendarmerie qui, tout au long de l'année, soit sont blessés, soit sont tués, cet esprit de sacrifice peut mener dans des moments un peu douloureux, mais malgré tout, ça reste un travail passionnant, un travail exaltant, et qu'il faut faire avec conviction. Donc moi, le seul conseil que je leur donne, c'est soyez vous-même, n'essayez pas de jouer un jeu, c'est pas un jeu, c'est un service qu'on rend à une population. Et donc, il faut y aller à fond. Il faut faire ce qu'il faut pour que justement la population soit en confiance avec la maison gendarmerie ou la maison police. Parce que pour moi, la gendarmerie et la police, c'est deux maisons qui globalement sont mitoyennes. Et je dirais même qu'aujourd'hui, comme elles sont au ministère de l'Intérieur, c'est la même maison.
Et je crois qu'encore une fois, on a un vrai intérêt, d'abord à recruter des jeunes qui sont passionnés et volontaires, et ensuite à les pousser, à les aider avec bienveillance, parce que quand on est en charge de mission de sécurité, on a parfois un quart de seconde, un dixième de seconde pour réagir. Les juges, notamment médiatiques, ils ont toute la vie pour expliquer que vous auriez dû faire ceci, faire cela, ainsi de suite. Donc moi, je dis aux jeunes, ne vous arrêtez pas à ça. Ce que les gens pensent de vous, ça les concerne. Suivez vos convictions, soyez fiers de ce que vous faites et engagez-vous au service des autres. Entre 2016 et 2009, quand vous êtes DGGN, c'était quoi les grands enjeux en tant que DGGN, justement? Vous disiez, on est au service de la maison. Mais c'était quoi les grands défis que vous avez relevés? Il y avait deux grands défis. Il y avait d'abord le défi RH, un défi RH de moderniser effectivement, de transformer un petit peu la gestion des ressources humaines. Non pas qu'elle était mauvaise, elle était bonne, mais on a changé de cap. On a aujourd'hui une mission des hauts potentiels qui sert à détecter les hauts potentiels, à les accompagner, à les coacher. Ça, c'est des choses, encore une fois, je pense, qui ont été positives. On le verra dans la durée, mais je crois que c'est plutôt positif. Le RH, c'est aussi l'accompagnement, la bienveillance. Et moi, je crois beaucoup à la bienveillance. Tout le monde peut faire des erreurs. Il ne faut pas taper sur les gens parce qu'ils font une erreur. Il faut taper sur les gens parce qu'ils ne font rien. C'est ceux qui ne font rien qui, à mon avis, doivent être poursuivis. Ceux qui font quelque chose et qui se trompent, on les accompagne, on regarde pourquoi ils se sont trompés et on les accompagne dans une démarche d'amélioration. Alors évidemment, pas faire des conneries tous les jours, pardonnez-moi l'expression, mais l'idée, elle est là quand même. Donc ça, c'est le premier chantier, le chantier RH, avec de la bienveillance, la diminution du nombre de sanctions, parce que très sincèrement, une sanction 6 mois, 1 an après, ça n'a aucun sens. Donc là aussi, il y avait tout un système qui revenait encore une fois aux traditions, mais ces traditions ont vocation à être revues et évoluées. Ensuite, le deuxième chantier, qui est un chantier qui me tient beaucoup à cœur, c'est la modernisation technologique. Ça, c'est un chantier important qui, de toute façon, à mon avis, va durer évidemment dans le temps. Avec la modernisation, Néogende a été mis en place par mon prédécesseur, Denis Favier, donc il a fallu, là aussi, accompagner ce mouvement de transformation numérique. Néogende, on rappelle, c'est une tablette... Voilà, c'est une tablette ou un smartphone, voilà, qui aujourd'hui, d'ailleurs, équipe l'ensemble des gendarmes et qui va équiper bientôt l'ensemble des policiers, parce que c'est un outil essentiel de proximité. Ça permet aux forces de l'ordre d'être au plus près du citoyen, de prendre des plaintes en direct et d'interagir sans être, encore une fois, lié au bureau. Et ça, c'est avoir accès aux fichiers. Avoir accès aux fichiers, voilà. Et donc ça, c'est quand même un élément important. C'est une modernisation, à mon avis, significative. Ensuite, on a toute la partie plan stratégique de recherche d'innovation. La mise en place des dispositifs d'innovation qui existaient déjà, mais qui ont été là aussi revus. Les ateliers de performance, c'est-à-dire, en fait, on va demander aux gendarmes de terrain. L'intelligence, elle est locale. Le gendarme de terrain, il sait comment améliorer les choses. Comment faire pour que ça marche mieux, que ça prenne moins de temps. Ces gens-là, en fait, il faut les écouter. Donc, il y a tout un système qui est organisé pour faire remonter ces propositions, les sélectionner et ensuite les diffuser. À charge pour chacun de les prendre ou de ne pas les prendre. Là aussi, se méfier de l'esprit de système. C'est pas parce qu'un système marche à un endroit qu'automatiquement, quand on va le généraliser, ça va marcher partout. Là, encore une fois, on a poursuivi le chemin sur l'innovation. La mission de transformation a été mise en place. On a mis en place, avec mon directeur scientifique, le conseil scientifique. Et l'idée, c'était de capter les progrès technologiques, de mettre en place toute cette numérisation et tout cet accompagnement, encore une fois, du gendarme dans sa mission quotidienne. Parce qu'au final, on n'est pas là pour faire du progrès technologique, on est là pour faire du progrès au profit de la population via le gendarme. Et le gendarme, en fait, on doit lui dégager le maximum de temps pour qu'il puisse, lui, occuper son maximum de temps à être près du citoyen. Et plus il sera au contact du citoyen, plus il sera proche du citoyen, et plus la sécurité sera assurée. En tant que DGGN, l'émission elle s'appelle Continuum. Continuum, donc c'est évidemment quelque chose d'important. Est-ce que vous avez été amené à travailler avec les collectivités locales, les directeurs sécurité des grandes entreprises? C'est quoi le quotidien d'un DGGN par rapport au partenariat, par rapport à ce continuum, par rapport à cet enjeu de sécurité globale? Alors justement, j'ai été 3 ans DGGN, 4 ans major général, numéro 2. Le DGGN, c'est le VRP. Le DGGN, il est là pour, effectivement, assurer justement cette relation partenariale avec l'ensemble des acteurs, alors qu'il s'agisse bien entendu de la justice, mais ça c'est assez classique, la défense, la police, bon, ça c'est des institutions naturelles, mais des élus, l'Association des maires de France, dans laquelle un gendarme est détaché, et qui permet là aussi de faire le lien, et l'Association des maires de France est une association importante, parce que là, on prend le pouls du pays, on prend le pouls des
besoins locaux, et ça permet à la gendarmerie de s'adapter, et de s'adapter aux besoins, parce que la gendarmerie n'existe pas pour elle-même, elle existe pour les personnes qu'elle est chargée de protéger. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'elles sachent ce dont elles ont besoin. Donc, contact avec l'AMF, contact avec l'Association des départements de France. On a mis en place là aussi un officier pour permettre les échanges. Et donc ça, c'est le quotidien, c'est finalement d'aller chercher les partenariats dans le monde de la société privée, de la société civile, comme on dit. On a mis en place un centre national de sécurité des mobilités qui permet aujourd'hui, au niveau central, de suivre un certain nombre de transports sensibles, ainsi de suite, directement par, encore une fois, une géolocalisation. Ça a l'air de rien, mais quand ça a été mis en place, ça a été une petite révolution. Et donc, le quotidien du DGGN, c'est ça, c'est finalement... Après, il y a évidemment les relations avec le Parlement, les relations avec les ministres, parce que la caractéristique du DGGN, c'est qu'il est évidemment rattaché au ministère de l'Intérieur, il dépend du ministère de la Justice à travers les missions judiciaires de la gendarmerie, mais il dépend aussi encore du ministre des Armées, de la ministre des Armées, puisque le statut est un statut militaire. Donc les décisions qui sont prises, elles sont pour beaucoup, en matière de ressources humaines, prises au nom de la ministre des Armées. Donc c'est aussi ce contact avec les ministres, leur cabinet au pluriel, et l'ensemble des administrations concernées. Je n'oublie pas le ministre des Outre-mer, puisque pour le coup, la gendarmerie nationale est présente également en Outre-mer, et d'autres ministères comme l'écologie, puisque là aussi, nous avons, dans le domaine nucléaire, des responsabilités particulières en termes de sécurisation des enceintes nucléaires. Donc vous voyez, en fait, le quotidien du DGGN, l'avantage, c'est qu'on ne s'ennuie pas. C'est ça, c'est un continuum en lui-même. C'est un continuum en lui-même. Alors, puisqu'on parle du continuum, et finalement, la gendarmerie est une arme du continuum par construction. Puisque je rappelle que jusqu'en 2009, nous étions au ministère de la Défense. Et qu'à l'époque, effectivement, tout en étant la Défense, on assurait les missions de sécurité. Ensuite, on est passé au ministère de l'Intérieur. Et donc, ça a été un continuum. En réalité, on a amené le continuum sécurité à englober cette partie défense. Et d'ailleurs, le SGDN, qui s'appelait avant secrétaire général de la Défense nationale, a pris le nom de SGDSN, donc Défense et Sécurité nationale, ce qui montre bien que le continuum, il va bien au-delà d'un continuum sécurité, c'est un continuum sécurité et défense. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, on aura un ministère global défense intérieure. En termes de lutte antiterroriste, on voit bien, il y a des connexions en matière de cybersécurité, de cyberdéfense. On est là aussi sur des choses qui se rejoignent. Et ce continuum, il se travaille aussi avec, évidemment, l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse de la prévention, puisque la gendarmerie est également présente au niveau de la prévention, ainsi que la police nationale, mais au niveau également de l'action quotidienne avec les polices municipales. La sécurité privée, que je n'oublie pas, qui est importante, essentielle, et d'ailleurs qui prend de plus en plus de place, parce que de plus en plus de fonctions lui sont dévolues. Alors on a en tête, évidemment, la sécurisation dans les aéroports, on a les transports de fonds, il y a un certain nombre de choses, mais on voit bien qu'aujourd'hui, la demande de sécurité est telle que l'État seul ne peut pas y répondre. Et donc la sécurité privée, de plus en plus, prend de l'espace. Il est essentiel que ce système continue à progresser de manière coordonnée et en synergie. Est-ce que la loi sécurité globale là, qui a été adoptée l'année dernière n'est pas une sorte de rendez-vous manqué justement sur ce continuum? Est-ce qu'on n'est pas allé assez loin? Le problème des lois, c'est que, d'abord, il y en a trop. Ça, bon, jusque-là, tout le monde le sait, mais je préfère le dire aussi, parce que je le pense sincèrement. À un moment donné, il faut arrêter de faire des lois. Celle-là était importante parce qu'elle permet de mettre sur la place publique ce terme de sécurité globale et ce concept de sécurité globale. C'était essentiel. Et je crois oui, mais est-ce que justement, dans les mesures, est-ce qu'on est allé assez loin? On ne va jamais trop loin, mais après... sécurité privée, notamment. Quoi. On ne va jamais trop loin, parce qu'après, vous avez le Sénat qui n'est pas d'accord avec l'Assemblée, vous avez le Conseil d'État qui n'est pas d'accord, ainsi de suite. Il y a toujours d'excellentes raisons pour ne pas le faire. Mais ce qui est bien, c'est que déjà, on a commencé, on a mis en place quelque chose qui permet demain de construire encore davantage. De toute façon, la sécurité, ce n'est pas une science exacte, c'est des choses qui se construisent en commun. Alors c'est vrai que l'idéal aurait été de mettre dans cette loi sécurité globale tout ce qui était prévu d'ailleurs par les rédacteurs. Les rédacteurs ont prévu beaucoup de choses ont été enlevées par des amendements, par des discussions, ainsi de suite. Il faut du débat. Dans ce domaine-là, il faut qu'il y ait au bout du bout un consensus sur le produit fini. Mais je suis assez d'accord avec vous, il faut aller encore plus loin. Il faut aller encore plus loin parce qu'à un moment donné, le citoyen, il a besoin de sécurité. Lui, le citoyen, il ne comprend pas que la police municipale ne puisse pas utiliser les drones pour des motifs légitimes. Et on nous dit, ben non, mais les polices municipales, vous ne pouvez pas parce que vous êtes suspecté d'emblée de vouloir agir au nom du maire. Vous voyez, rien que ça. Pourquoi pourquoi cette loi n'est pas allée aussi loin? Parce qu'on a toujours des préventions, malheureusement, à l'égard des forces de l'ordre. Surtout d'autant plus que sur l'histoire des drones, on est quand même dans
J'allais dire, c'est la continuité de la vidéoprotection. Bien sûr. C'est une extension de la vidéoprotection. Mais là aussi, justement, c'est un sujet que vous connaissez bien encore plus maintenant, parce que vous avez été élu maire adjoint en charge de la sécurité et vice-président de l'agglomération à Chartres Métropole en 2020. Alors, autant quand vous sortez de Saint-Cyr, vous ne rêviez pas d'être DGGN, mais est-ce que quand vous étiez gamin, vous rêviez d'être élu de la République? Ah non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Mais ça s'est fait, là aussi, je dirais, presque de manière naturelle. Il se trouve que je quittais mes fonctions. Il se trouve que quelques temps après, il y avait les élections municipales. J'ai rencontré le maire de Chartres à la faveur d'une réunion. On a discuté. Il savait que je voulais me retirer sur Chartres. Il m'a dit, tiens, ça tombe bien. Moi, j'ai une place qui se libère. On a discuté. Son projet m'a plu. D'abord, ce qu'il fait à Chartres me plaît bien, parce que Chartres est une ville extrêmement dynamique. Vous savez qu'on a un centre nautique avec 2 piscines olympiques. Donc, c'est une vraie adhésion, en fait, à ce territoire en termes de sport, de sécurité, et ainsi de suite. Et lui, en fait, il avait des projets en matière de sécurité. Et aujourd'hui, il m'a confié cette mission, qui est une mission passionnante. C'est une mission qui est différente de ce que vous aviez fait jusqu'à présent. Et c'est quoi les grands enjeux d'un élu local et d'un vice-président d'une agglo en charge de la sécurité de 140 000 habitants? 140 000 habitants, 66 communes. Alors en fait, il y a 2 types d'enjeux. Il y a l'enjeu local qui renvoie en fait à la brigade de gendarmerie. C'est presque les chiens écrasés, j'allais vous dire. Oui, si, c'est le chien qui aboie, parce qu'on a eu un cas hier. C'est les poubelles du voisin qui sont mises là où il ne fallait pas. C'est le voisin qui se gare où il ne faut pas, ainsi de suite. Donc ça, c'est la vie quotidienne d'un élu local qui est saisi pour régler tous ces litiges, en fait, qui sont des litiges, encore une fois, de relations interpersonnelles souvent difficiles. Parce que parfois, quand on discute avec les gens, ils conviennent qu'à un moment donné, il n'y a pas vraiment de sujet. Mais ça ne fait rien. On est dans une société qui est une société un peu stressée, un peu bloquée parfois. Et donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau de l'élu local, c'est celui de la conception. Nous allons mettre en place au niveau de Chartres Agglomération, Chartres Métropole, un centre de supervision intercommunal, donc qui va regrouper l'ensemble des caméras de vidéoprotection de l'ensemble de l'agglo. Ça fait quand même aujourd'hui 500 caméras. Alors c'est peu quand on dit ce chiffre-là, mais quand on remet sur 66 communes et sur le territoire, il y a quand même un vrai enjeu. Ensuite, évidemment, de mise en place, de veille et de réactivité et d'interaction avec la police, la gendarmerie, et puis l'ensemble des acteurs. Nous allons mettre en place également, l'année prochaine, je l'espère, une police municipale intercommunale. Ce qui est très rare en police municipale intercommunale. Ce qui est très rare, parce que normalement, la police municipale, évidemment, c'est quelque chose qui est communal. Voilà. Et donc, nous, on met en place une police municipale intercommunale pour pouvoir mettre à disposition des policiers municipaux aux maires qui n'ont pas de police municipale et qui n'ont pas les moyens. Une commune qui a 200 habitants, elle n'a pas les moyens de payer un police municipal. Donc, c'est l'agglo qui prend en charge cette fonction. Et nous mettons en place au niveau zone urbaine, dans le cadre du CISPDR, donc Comité intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation, on met en place une police municipale pluricommunale. C'est-à-dire qu'en fait, on va autoriser, évidemment toujours sous l'autorité des maires concernés, les polices municipales à travailler sur la commune voisine, avec des renforts potentiels en cas d'événement, en cas d'organisation, en cas d'urgence majeure. Et donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on travaille en parfaite intelligence avec Madame le préfet, avec le procureur de la République, avec l'ensemble des acteurs, police, gendarmerie. J'avoue que sur Chartres, on a un écosystème où, comme je dis, les planètes sont toutes alignées. Donc c'est quand même plutôt bien. Profitons-en. Essayons de mettre en place le maximum de dispositifs pour que les choses avancent. Dernier sujet, pour la partie élu local que je suis, la cybersécurité. Ça, c'est quand même un sujet. C'est rare qu'un élu local parle de cybersécurité. Et pourtant, jusqu'à présent, c'était quelque chose qui n'était même pas tabou. C'était quelque chose on ignorait le problème. Et on a constaté que c'est notamment ces 2 dernières années, à faveur, j'allais dire, de la crise sanitaire, qu'il y a eu énormément d'attaques contre les sites des collectivités locales, qui les paralysent complètement. Absolument. Et vous prenez ce sujet en main? À titre personnel, alors mon maire, donc Jean-Pierre Gorge, le maire de Chartres, est un ancien DSI, donc un ancien directeur de système d'information. Donc il connaît ça, il a une appétence, et quand je lui en ai parlé, il m'a dit, bien sûr, il faut y aller. L'objectif pour nous, c'est de former la totalité de nos agents, la totalité de nos élus, dans ce domaine de cybersécurité. Enfin, comme le dit l'ANSSI, 90% du problème de cybersécurité, c'est entre le clavier et le siège, c'est-à-dire c'est l'être humain qui est au milieu. Donc déjà, formons, sensibilisons l'ensemble des acteurs, et ensuite, mettons en place les outils techniques pour effectivement contrer les menaces, les détecter, et puis ensuite éviter d'être bloqués. Je sais que quelques collègues avec qui je discutais au niveau élu, dans d'autres communes, ont été bloqués pendant un certain temps, avec des conséquences directes sur la vie quotidienne des gens. Parce que la difficulté de la cybersécurité, c'est que ça reste virtuel. Bon, on dit, la cybersécurité, oui, très bien, mais enfin bon,
On ne voit pas très bien, c'est un truc un peu conceptuel. Quand on leur dit, attention, si vous êtes bloqué, l'état civil ne marche pas, le cadastre ne marche pas, rien ne fonctionne, donc vous ne pourrez plus faire de mariage et d'enterrement, là, les gens comprennent tout de suite qu'il y a un problème. Et donc, partant de ce principe-là, mon objectif, et celui, encore une fois, du maire, c'est d'essayer de nous protéger au maximum. Là aussi, il n'y a pas de science exacte. Malheureusement, on voit bien que même les plus grands systèmes ont leurs défaillances, et aujourd'hui, avec les failles Zero Day, on peut avoir malheureusement des attaques qui sont déjà dans le système avant même qu'on y pense. Il va falloir quand même beaucoup évangéliser les collectivités locales là-dessus. Oui, c'est pas un sujet quoi, pour beaucoup. Mais là-dessus, en fait, alors nous, on a déjà fait un certain nombre de formations des élus, parce que ça commence par les élus. Si les élus sont convaincus, derrière, l'écosystème peut avancer. On a également accompagné par l'ANSSI, et donc là, on a le cadre du plan de lutte contre les cybermenaces au niveau national. On a donc 136 millions qui sont dévolus aux collectivités territoriales, et donc, à travers ça, l'ANSSI, au niveau Centre Val-de-Loire, nous accompagne pour un parcours de sécurité. On a mis en place une fonction RSSI qui nous permet là aussi de travailler et de poursuivre cette évolution vers une plus grande sécurité numérique, avec également la logique de protection des données, puisque les élus sont responsables des données que les citoyens leur confient. Donc l'objectif, c'est de mettre en place, là aussi, les systèmes redondants qui permettent de sauvegarder les données. Et enfin, on mettra en place une plateforme de multiservices de dématérialisé, une espèce de guichet unique dématérialisé, qui permettra à l'ensemble des habitants de l'agglo d'aller eux-mêmes sur le site concerné, éditer leur carte de déchetterie, leur carte de médiathèque, leur carte de transport public, ainsi de suite. Aujourd'hui, ça nécessite des déplacements. Demain, ils pourront le faire de chez eux. Vous voyez, en fait, c'est le principe de Néo appliqué en fait, aux élus. Moi, ça me plaît bien, parce que là aussi, il y a un continuum. Votre expérience de gendarme vous a alimenté en tant qu'élu, ça a vraiment vous donné une vision en tant qu'élu local. Absolument, ça me donne surtout des convictions, la conviction que la vérité, personne ne détient la vérité. Et c'est ça la première conviction. La première conviction, c'est que finalement, il faut toujours écouter les besoins de ceux pour qui on est là. Donc, quand j'étais gendarme, finalement, c'était la population qui m'exprimait ses besoins. Là, c'est toujours la population. C'est les habitants qui me disent, voilà, nous, on a un problème à tel endroit. Parfois, on me dit, il y a un problème à tel endroit. Je me retourne vers les services, ils me disent, mais non, mais ils n'ont pas compris. Je dis, si, ils ont parfaitement compris. S'ils le disent, c'est qu'ils le pensent, et donc ils ont raison. Et il faut regarder leurs problèmes. Vous voyez, en fait, la réflexe de toute administration, quelle qu'elle soit, c'est d'expliquer que le gars qui vous présente un problème, en fait, c'en est pas un. Parce qu'on a les chiffres qui démontrent... Non. Quand quelqu'un vous dit qu'il a un problème, c'est qu'il a un problème. Et donc, il faut l'écouter. Et ça aussi, c'est quelque part l'ADN de la gendarmerie qui, à mon avis, est largement transposable. Et j'ai plein de collègues qui sont également élus locaux, qui étaient gendarmes avant, ou policiers. Je pense que ces métiers-là nous préparent notamment, encore une fois, à ce contact, à cette proximité, à ce service des autres. Et ça, c'est passionnant. Une dernière question, est-ce que vous êtes amené, en tant que maire adjoint, vice-président de la communauté d'agglo, de travailler avec des directeurs sécurité ou de la sécurité privée? Le continuum, ça se matérialise comment Alors en fait, on a sur place des sociétés de sécurité privée que j'inclus aussi justement dans la réflexion. On met en place notre centre de supervision intercommunale et on a des contacts avec les sociétés privées qui, notamment une, a sur place un centre de supervision également. Et l'idée, c'est de se connecter ces deux centres, dans le respect, encore une fois, des lois, mais c'est d'ailleurs là une des difficultés. Il y a l'interconnexion. Mais il y a des choses qu'on peut partager. Les informations, eux, ils ont par exemple 2 patrouilleurs, comme ils appellent ça, en fait, des gens qui interviennent. Je dis, moi, je ne vous demande pas de changer de métier, simplement ces gens-là, ils ont des yeux, des oreilles et un téléphone. Quand ils interviennent sur un incident, ils appellent le centre de supervision intercommunale, on sait qu'il y a un problème quelque part, et on peut commencer à alerter tout le monde. Vous voyez, c'est des choses simples. Et d'ailleurs, ils sont hyper fanas. Enfin, je veux dire, globalement, moi, la sécurité privée, ils sont vraiment très, très allants pour participer à l'action publique. Et souvent, je trouve qu'on les regarde un peu de haut, notamment au plan de l'État. Souvent, on dit, voilà, tout ça, un peu de méfiance, vous voyez. Je pense qu'il faut leur faire confiance. La sécurité privée, c'est des professionnels. Alors, comme partout, il y a des gens qui sont très bien, d'autres qui sont moins bien, mais travaillons donc avec les gens très bien, et il y en a beaucoup. Et ces gens-là, il faut les mettre au cœur du système. Il faut les mettre au cœur du système parce qu'ils y contribuent. Le citoyen, lui, quand sa sécurité est assurée, il ne cherche pas à savoir si c'est la sécurité privée, la police municipale, la police nationale, la gendarmerie. Lui, ce qu'il veut, c'est d'être tranquille chez lui, d'être tranquille quand il se déplace et d'être tranquille au boulot. On est tous là, sécurité privée, police municipale, police nationale, gendarmerie, pour justement lui proposer ce service. Et les sécurités privées, aujourd'hui, quand je fais le compte, alors après les chiffres varient, j'avoue que je ne suis pas sûr d'avoir les bons, mais globalement, si on fait le compte de l'ensemble des acteurs de sécurité privée ou des agents,
on est supérieur en nombre à la police et à la gendarmerie réunies. Donc c'est quand même une force sur laquelle il faut compter, c'est une force avec laquelle il faut travailler. Alors dans la perspective d'ailleurs en plus des grands événements à venir, Coupe du monde de rugby ou Jeux olympiques, là très clairement la sécurité privée, on en a besoin. Et il ne faut pas, encore une fois, les laisser pour compte, il faut les associer d'emblée aux réflexions, et sur Chartres en tout cas, nous les associons, et moi je les inclus dans la dynamique, dans l'écosystème du centre de supervision. Parce qu'ils ont encore une fois des informations à nous donner, et nous on a des informations à leur donner. Quand il y a des agressions en ville, quand il y a des attaques, ainsi de suite, heureusement il n'y en a pas beaucoup à Chartres, mais ça peut arriver. À ce moment-là, c'est aussi à nous de leur donner les informations pour que leurs agents ne soient pas en difficulté. Parce que le fauteur de troubles, ou le délinquant, ou le criminel, lui, quand c'est marqué sécurité ou police ou gendarmerie, c'est la même chose. Et donc, on est dans le même bateau, et l'objectif, c'est d'avoir le même rythme et d'avancer dans la même direction. Merci beaucoup, Richard Lizuret, pour cet échange passionnant à la fois sur votre parcours à la tête de la gendarmerie nationale et puis maintenant votre parcours d'élu local et avec des défis qui sont hyper importants. Et je retiens notamment celui des enjeux de cyber, parce que vous êtes un des rares là-dessus à l'échelle locale de vous investir sur ce sujet-là. Donc merci beaucoup et puis on vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Toran France a été heureux de vous présenter Continuum.